Dans toutes les enquêtes criminelles, les premiers jours sont déterminants. Plus les heures passent et plus les chances d'élucider un meurtre diminuent. Pour les enquêteurs, chaque début d'affaire est donc une véritable course contre la montre. Le 8 mai 2017, le corps d'une femme de 36 ans est retrouvé calciné à Brunehaut, en Belgique. Ils ont retrouvé des taux de somnifères à des niveaux 10-15 fois supérieurs aux taux thérapeutiques. Donc, conclusion, la victime a été droguée. Là, on peut supposer que l'auteur des faits a préféré éviter toute lutte en droguant sa victime. La vie amoureuse de la victime est rapidement au cœur des investigations. On apprend qu'elle a été expulsée en septembre 2016 suite à un différend qui avait été assez violent avec un ex-petit ami. Donc là, on a peut-être un mobile, quelqu'un qui lui en veut. On va dire que sur les marches du podium, il prend place. Et rien n'est joué. Ouais. Nuit et jour, les enquêteurs de la police judiciaire de Tournai vont travailler sans relâche en multipliant les investigations. Est-ce que c'est une joggeuse qui a malheureusement fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'on a un serial killer qui rôde dans les environs? Il faut donner beaucoup de temps et d'énergie, il faut y croire et il ne faut rien lâcher. Pour élucider le meurtre de Taï Cruz, les policiers belges vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Lundi 8 mai 2017, au poste de police de Brunehaut, petite commune belge, située non loin de la frontière française, l'inspecteur Joris Carlier s'apprête à terminer sa journée. Il est 16h30, c'est la routine. Voilà. On a bientôt fini notre service quand arrive à la porte du commissariat un garde-chasse. Cette personne est affolée. Vraiment en état de choc, on a l'impression qu'elle n'arrive pas à réaliser ce qu'elle a vu. Elle nous avise de bout en blanc qu'elle a découvert soit un mannequin, soit un cadavre calciné dans un fossé à Bléhary. Intrigué, le policier décide de se rendre immédiatement sur les lieux, situés à 500 mètres à vol d'oiseau. Nous sommes là en plein milieu des champs. Il y a des champs, il y a des bois, il y a des carrières, il n'y a rien d'autre. À la limite, on ne sait même pas si on est en France ou en Belgique, parce que ce sont des chemins de campagne qui mènent d'un côté à l'autre. Quand on arrive sur place, donc on voit à l'embranchement de deux chemins de carrière, il y a un fossé. Donc on s'approche du fossé et là, on remarque en contrebas le corps d'une personne calcinée. On se rend compte d'emblée que ce n'est pas un mannequin, que ce n'est pas une personne. Là, il découvre le corps d'une personne, la tête complètement calcinée, sur un fossé à 1,40 m de profondeur. On voit l'état avancé de calcination du corps, surtout la partie haute. Donc il n'y a plus de visage visible. Le bas du corps est nu, ce qui laisse à supposer que les vêtements ont été brûlés. On peut être certain que c'est une dame, puisque les parties génitales sont visibles, ainsi qu'une forte poitrine. La découverte de ce corps brûlé est une vision difficile pour ce policier. Vous savez, vous avez une personne décédée à vos pieds, c'est jamais facile. La position du corps laisse bien entrevoir que la personne a été vulgairement jetée au fond du fossé. C'est assez triste à voir comme spectacle. C'est une scène à laquelle les policiers de la zone de police sont rarement confrontés. Il faut savoir qu'on est en zone rurale. La police de Brunehaut est composée de 10 petits villages. On a très peu de faits divers. La majorité du temps, c'est un vol de remorque, c'est un différend de voisinage, éventuellement un coup et blessure. On n'est pas habitué à ce genre de criminalité, effectivement. Car d'emblée, pour Joris Carlier, le meurtre ne fait aucun doute. Nous avons un corps carbonisé, nous avons une dame décédée. Voilà. Donc il est évident qu'elle ne s'est pas incendiée elle-même. Ça, c'est impossible. On appelle le substitut du procureur du roi de garde, qui ouvre une enquête pour un homicide. Il désigne un juge d'instruction qui, lui,
fait appel directement à la police fédérale judiciaire belge qui est compétente pour tout ce qui est enquête criminelle. L'inspecteur principal, Philippe Daigre, se souvient très bien de cet appel. Je suis membre de l'équipe crime de la PJ et ce jour-là, j'étais de garde et donc j'ai été rappelé pour intervenir sur la découverte d'un corps incendié dans un fossé. Chaque minute compte. On est parti dans un travail de longue haleine, mais les premières minutes, les premières heures, évidemment, sont hyper importantes. Les policiers le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour les enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Tournai, le compte à rebours vient de commencer. Lundi 8 mai 2017, jour 1, première heure d'enquête. « 17 heures. L'inspecteur Philippe Daigre prend immédiatement la route en direction de la scène de crime, située à quelques kilomètres des locaux de la PJ. De suite, je quitte le bureau et là, sur place, on découvre une atmosphère particulière parce qu'on devine que l'incendie n'est pas ancien. Il date pour moi de quelques heures. L'auteur n'est peut-être pas loin. La course pour remonter jusque le ou les auteurs a commencé et qu'il ne faut pas traîner. Avec l'aide du médecin légiste, les policiers commencent par inspecter le corps. Tout est quasi consumé. Le visage est donc aussi complètement calciné. Il est complètement impossible d'identifier la victime. L'épiderme est complètement dégradé, impossible de prendre des empreintes digitales. Aucun indice ne permet d'en savoir plus, ni sur l'identité de la victime, ni sur les circonstances de son décès. Rien, même au niveau du sol, il n'y a pas de traces, notamment laissées par des pneus. Ça aurait été trop beau de pouvoir dire, tiens, voilà, il y a un véhicule qui est venu ici. On a des très belles marques de pneus, par exemple, des empreintes laissées, de pas aussi éventuellement, mais malheureusement, tout ça, on n'a pas. En parallèle, une enquête de voisinage est effectuée. Alors le problème, c'est que le lieu de découverte du corps, en fait, est très isolé. Donc les premières habitations, elles sont assez loin et disséminées. Personne n'a vu quoi que ce soit. Aucun témoignage par rapport à l'incendie, au fait que quelqu'un soit venu incendier un corps et s'en débarrasser dans ce fossé. On doit étendre nos recherches sur les premiers axes routiers une fois qu'on quitte ces champs. Et là, il y a un axe qui relie la France à la Belgique. L'avantage dans cette zone frontalière, c'est qu'il y a énormément de commerces, notamment des stations essence où les Français viennent acheter leurs cigarettes, viennent faire le plein parce que c'est un peu moins cher. Et ces stations-service sont équipées de caméras. Donc des collègues vont aller recueillir les images qui nous permettent en tout cas de pouvoir figer, en tout cas dans les heures qui précèdent, les mouvements. Mais on n'a encore aucune piste, on ne sait pas qui on cherche, qu'est-ce qu'on cherche, quelle voiture on cherche. On les prélève quand même. Une chose est sûre pour ces policiers, l'enquête s'annonce compliquée et chaque heure va compter. Jour 1, 5e heure d'enquête. 21h à la police judiciaire de Tournai. De retour dans leurs locaux, les enquêteurs font un premier point sur leurs investigations. Si on fait le bilan dans les premières heures de l'enquête, on n'a rien pour démarrer. On n'a aucune piste pour démarrer. On n'a pas de témoin direct des faits, on ne connaît pas l'identité de la victime. Voilà, est-ce que c'est une joggeuse qui a malheureusement fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'on a un serial killer qui rôde dans les environs? Donc effectivement, l'enquête démarre à zéro. Devant cette scène de crime des plus violentes, les enquêteurs ont la conviction d'être face à un meurtrier méticuleux, bien décidé à ne laisser aucune chance à sa victime. On devine que pour venir incendier un corps dans un tel lieu, il y a beaucoup de préparatifs. On va dans un endroit isolé. On a au minimum préparé un bidon d'essence et de quoi aussi allumer. Et à ce moment-là, rien que cet élément-là nous amène déjà sur l'infraction d'assassinat et plus de meurtre. En plus de la préméditation, les enquêteurs se disent qu'en brûlant le corps, l'auteur il a voulu d'une part que sa victime ne soit pas reconnaissable et d'autre part, il a fait disparaître tous les indices. Ça dit quelque chose de sa détermination à complexifier la tâche des enquêteurs. Je peux dire que
Chaque fois qu'on se retrouve dans des circonstances extrêmes, on est motivé d'autant plus qu'on doit éviter que de telles personnes soient encore en liberté et ne puissent encore commettre de telles atrocités. Pour les enquêteurs tournaisiens, une seule priorité pour l'instant, découvrir qui est la victime pour remonter le plus rapidement possible jusqu'à son tueur. Mardi 9 mai 2017, jour 2, 16e heure d'enquête. Dès le petit matin, le commissariat est déjà sur le qui-vive. Il est 8 heures quand Philippe Daigre fait appel à Patricia van der Linden pour l'aider à résoudre cette affaire. Je suis premier inspecteur principal de police au DVI. Alors le DVI, c'est quoi? C'est le service d'identification des victimes de la police belge. Et DVI, ça signifie Disaster Victim Identification. C'est une cellule qui a été créée à la fin des années 80 suite à un accident sur la mer, un bateau qui a chaviré, qui a fait 196 victimes. Et on a créé une cellule justement pour identifier toutes ces victimes. Le fait d'identifier une personne est super importante pour la suite de l'enquête, puisque tant qu'on ne l'a pas identifié, mes collègues de la police judiciaire fédérale ne savent pas forcément avancer dans le dossier d'enquête. Les inspecteurs attendent aussi beaucoup de l'autopsie du corps, prévue en fin de journée. Il y a beaucoup d'espoir toujours sur une autopsie qui souvent apporte des éléments précis, des circonstances de la mort, des derniers moments donc d'existence de la victime et également des éléments d'identification quand on est toujours dans la quête d'identité pour une victime qui est non identifiable immédiatement. You can lift me up into the sunlit sky. And the words we cannot find are very. Ceci est une petite preuve d'amour. Voici la nôtre. Lu, l'amour, ça se cultive. L'amour, c'est délicieusement doux, comme les génoises et gaufres de Lu. Lu, l'amour, ça se cultive. Emmenez vos proches dans une voie radicalement différente, avec 7 places et tellement d'espace pour vous détendre. Un monde de possibilités s'ouvre à vous. La nouvelle Kia EV9, 100% électrique. Kia, movement that inspires. Collecter ses piles et batteries, on le fait pour nous tous. Alors, rapportez vos piles et batteries usagées ou collectez-les pour vos voisins. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature et pour nous tous. Jour 2, 26e heure d'enquête. Il est 18h quand Philippe Daigre se rend aux pompes funèbres de Mons pour assister à l'autopsie du corps calciné. Il est important d'assister un peu à toutes les phases importantes d'une enquête en tant que chef d'enquête. C'est jamais très gai de voir que voilà, certaines personnes, leur vie se termine de cette manière. Mais on a une priorité, on doit mettre un peu ses émotions de côté. On ne peut pas se laisser submerger par les émotions. Dans un premier temps, le légiste tente de déterminer les causes de la mort. On constate assez vite que la mise à feu n'est pas la cause de la mort. Parce qu'il n'y avait pas de suie dans la trachée ni dans les poumons. On soupçonne donc l'auteur des faits d'avoir donc asphyxié sa victime, étant donné qu'il y a une absence de suie donc, dans les voies respiratoires. Il y a aussi une absence d'impact de tir éventuel sur le corps de la victime. Il n'y a pas de balle non plus présente dans le corps de la victime. Et le crâne aussi est intact. Selon le médecin, la mort remonterait à la veille en début d'après-midi, soit peu de temps avant la découverte du corps. Et ce n'est pas la seule information recueillie lors de l'examen.
Ils ont retrouvé aussi bien dans le sang que dans l'estomac des taux de somnifères à des niveaux 10-15 fois supérieurs aux taux thérapeutiques. Là, on peut supposer que l'auteur des faits a préféré éviter toute lutte en droguant sa victime. Ça évitera une dispute, des coups, des blessures éventuelles. C'est aussi un beau signe de préméditation. Le fait que la victime ait été droguée permet aux policiers de conclure que la victime connaissait son agresseur. Parce qu'un rôdeur ne va pas prendre le temps de droguer la victime. Alors que l'autopsie se poursuit, le médecin légiste fait une macabre découverte. Au niveau de l'utérus, on a pu en extraire un bébé. Un bébé de quelques mois, un bébé de 4 mois, minimum 4 mois, parfaitement formé, un petit garçon. Quand le médecin légiste découvre ça et toutes les personnes autour, tout le monde est écœuré, c'est horrible. Mais le fœtus lui-même était encore plus ou moins intact, il n'avait pas été atteint par le feu. On ne peut pas être insensible quand on est papa en plus, mais encore une fois, en tant que professionnel, on ne peut pas se laisser submerger par l'émotion. C'était donc pas une victime, mais 2 victimes qu'on avait. D'un point de vue légal, strictement parlant, on ne peut pas parler de 2 victimes parce que le fœtus n'est pas encore né. Bon. Mais humainement, je pense qu'il faut vraiment dire que oui, en effet, il s'agit de 2 meurtres. Ouais. Reste maintenant au médecin à tenter de trouver des éléments pour identifier ce corps calciné. Et dans ce cas-ci, le médecin légiste en fait découvre des implants mammaires. Un implant mammaire a un numéro de série. Donc la police découvre miraculeusement ce numéro de série. Ce numéro de série, propre au porteur de ces prothèses, est capital. C'est une chance énorme pour nous parce qu'on avait vraiment très peu d'éléments. C'est l'élément qui nous manquait pour arriver à identifier formellement la victime. Qui dit prothèse mammaire dit numéro d'identification, dit société productrice et ensuite médecin qui aura placé donc cette prothèse sur une patiente. Et à ce moment-là, toute cette chaîne doit être remontée et grâce à ça, on aura une identité. Les prothèses mammaires sont confiées aux enquêteurs de la cellule DVI. Il y a urgence à identifier la victime afin de neutraliser le plus vite possible son meurtrier, qui court toujours. Jeudi 11 mai 2017, jour 4, 67e heure d'enquête. « 11 heures. Pendant 2 jours, les enquêteurs de la cellule DVI ont mené sans relâche des investigations pour tenter d'identifier à qui appartiennent les prothèses mammaires. Nous avons retrouvé le distributeur Europe qui nous a informé que la société mère se trouvait au Brésil. La société mère nous a fait parvenir un document provenant d'un établissement hospitalier au Brésil sur lequel on avait l'identité de notre victime. Le corps retrouvé dans le fossé a désormais un nom. Il s'agit de Tairine Cruz. C'est une jeune brésilienne âgée de 36 ans. Tairine Cruz, surnommée Taï, est arrivée en Belgique 10 ans plus tôt. On a un souci parce qu'elle est en séjour illégal chez nous. C'est quelqu'un qui, en fait, avait déjà séjourné chez nous, mais avait été expulsé donc l'année précédente, en 2016, en septembre. Elle était revenue donc en fin d'année, finalement, à Bruxelles. Et on a surtout un lien qui se fait à partir de son identité avec une disparition qui a été signalée en région bruxelloise, donc auprès de la police de Uccle, où visiblement elle résidait. Pour les enquêteurs, il n'y a pas une minute à perdre. Ils se rendent sur le champ, à Uccle, avec l'espoir de récolter des informations sur leurs victimes. Jour 4, 70e heure d'enquête. Arrivés dans les locaux de leurs homologues, les policiers apprennent que la famille de la jeune femme a signalé sa disparition 24 heures plus tôt. Tairine Cruz a des contacts avec la communauté brésilienne sur Bruxelles, dont certains membres de sa famille, dont 2 cousines. Et l'une d'elles, dès le 8 mai, s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Tairine Cruz. Chaque jour, il faut savoir que Tairine Cruz a une habitude, c'est d'avoir une conversation par Messenger
ou autre moyen de télécommunication avec son fils qui est resté au pays. Et là, depuis 2 jours, l'enfant n'a plus de nouvelles de sa maman. C'est pour que son fils ne manque de rien que la Brésilienne aurait choisi de quitter son pays. Taille Cruz est diplômée dans son pays. Elle a un beau diplôme, mais elle ne gagne pas bien sa vie. Or, elle doit élever seule un gamin de 11 ans. On lui propose un travail en Belgique mieux payé. Il y a beaucoup de Brésiliens qui aiment venir en Europe, tout d'abord pour échapper à la pauvreté et pour échapper à l'insécurité. Elle arrive à Bruxelles, elle met le pied sur le territoire belge. Malheureusement pour elle, elle tombe dans un piège. On lui confie ses papiers et on la met dans un réseau d'escort girls. Ce qui est écœurant, c'est qu'une femme étrangère brésilienne en situation irrégulière, elle se trouve dans une position de fragilité. Dans sa déposition, la cousine de Taille Cruz indique que la Brésilienne est en couple avec un homme de 10 ans son aîné depuis quelques mois. Cet homme s'appelle Jean-Gabriel Materne, c'est un architecte. Il habite dans le Brabant wallon, qui est la région située au sud de Bruxelles, très cossu. Jean-Gabriel Materne est marié, il a 2 enfants. Mais en fait, sous les apparences d'une vie maritale heureuse, lisse, sans aspérité, tout n'est pas si rose dans la vie de Jean-Gabriel Materne. Il est assez frustré sur le plan sexuel. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va sur les sites de rencontres tarifés, il rencontre Taille Cruz. Très vite, la relation entre Taille Cruz et Jean-Gabriel Materne serait devenue très sérieuse, au point que le couple décide de passer à la vitesse supérieure. La cousine le présente comme le petit ami de Taille, ils ont l'air d'être très heureux ensemble. Tout semble bien se passer, elle est même enceinte de monsieur. Ils ont conçu l'enfant fin janvier, je pense. Et à ce moment-là, Materne a pris en charge un appartement plus luxueux, plus grand que l'appartement précédent de Taille, dans le but de l'enfant qui allait venir. Préoccupé par la disparition de sa compagne, Jean-Gabriel Materne s'est lui aussi rendu au commissariat d'Uccle. Il se présente comme un homme inquiet, un homme amoureux et inquiet de la femme qu'il aime qui a disparu. Il explique comment il l'a rencontrée, il explique où en est leur relation. Il parle d'une relation sentimentale tout à fait normale, très heureuse même, avec cette future naissance. Il dit que oui, tout allait bien et qu'à plusieurs reprises, il est allé avec Taille voir un gynécologue. Visiblement, cette paternité ne semble pas poser de problème. Il était prêt à assumer sa responsabilité envers l'enfant. Selon cet architecte de renom, cette relation idyllique comporte néanmoins une ombre au tableau. Il demande encore à être très discret parce qu'il est marié et que voilà, il a une situation, il n'a pas envie que sa vie de couple soit mise donc en péril, quoi. L'homme explique ensuite qu'il a vu sa maîtresse le 8 mai, quelques heures avant que son corps ne soit retrouvé. Donc le lundi matin, d'avoir pris le petit déjeuner avec elle, là, et donc d'être arrivé vers 9h, de l'avoir quitté vers midi, ensuite d'être retourné chez lui pour son travail, et que tout s'était bien passé. Alors, que s'est-il passé ensuite? Quand et où Taille Cruz a-t-elle rencontré son meurtrier? Une chose est sûre, le profil de leur victime complexifie la tâche des enquêteurs. Taille Cruz est présentée comme une escort girl, donc ce qui explique qu'elle rencontre différents hommes dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, donc, le fait d'être inscrite sur ce site de rencontre nous amène toute une série de pistes potentielles et de candidats pour cet assassinat. Alors la jeune femme aurait-elle pu avoir eu un différend avec l'un d'entre eux? Qui s'en est pris à elle et pourquoi? Transcendez le quotidien. Vivez le raffinement au cœur de matériaux d'exception. Un monde de possibilités s'ouvre à vous. La nouvelle Kia EV9, 100% électrique. Kia, movement that inspires. Could be Santa Claus.
just said, look. Jour 5, 89e heure d'enquête. Alors qu'ils sont toujours présents à Uccle, les enquêteurs se rendent à l'appartement de Tae Cruz afin de procéder à une perquisition. Un appartement déjà dans un quartier où tout le monde ne peut pas y vivre. Les loyers sont dans le haut de la fourchette. L'appartement est bien décoré. Tout est parfaitement rangé. Il n'y a aucun élément donc, qui laisse penser qu'il y a eu une lutte là, quelconque là, dans cet appartement-là. En revanche, dans la cuisine, la présence de vaisselle sale retient l'attention des policiers. On constate qu'il y a un petit déjeuner qui semble avoir été pris, à deux. Voilà, il y a des traces d'omelettes qui ont été faites, il y a des traces de jus d'orange qui ont été pressés, les verres sont encore là. Donc ça confirme tout à fait la version de M. Materne, comme quoi, en effet, ils ont bien pris un petit déjeuner à deux le lundi matin. Les policiers ont désormais besoin de recueillir plus d'informations sur la victime et décident donc de procéder de toute urgence à l'audition de ses proches. Jour 5, 92e heure d'enquête. 12 heures. De retour dans leurs locaux à Tournai, les enquêteurs de la PJ démarrent l'audition des proches de Tae Cruz. Tae Cruz est décrite comme une femme gentille, joviale, très jolie. D'après certaines de ses amies, c'était une star. Partout où elle arrivait, elle attirait les regards vers elle. Mais un témoignage va retenir toute l'attention des policiers belges. On apprend qu'elle a été expulsée en septembre 2016 suite à un différend qui avait été assez violent avec un ex-petit ami. Cet homme-là, il serait peut-être à l'origine de la dénonciation qui fait qu'elle ait dû retourner dans son pays. Donc là, on a peut-être un mobile, quelqu'un qui lui en veut. Elle est revenue en Belgique, ça ne lui plaît pas, là on a peut-être un mobile. Cet ex-petit ami, on va s'y intéresser évidemment, et en priorité étant donné qu'il y avait eu déjà des incidents et de la violence entre eux. Oui. Là, les enquêteurs se disent qu'ils tiennent peut-être quelque chose. Ils ont enfin quelqu'un qui clairement en voulait à la victime, donc ça peut être une bonne piste. L'ex-petit ami de la victime est rapidement retrouvé. C'est une piste intéressante pour les enquêteurs, donc on va le chercher chez lui, on l'interroge. Forcément, la première question qu'il lui pose, c'est que faisait-il le 8 mai, le jour où Tae Cruz a été tué? Lui, il dit, écoutez, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Il présente un alibi qui a été vérifié et son alibi tient la route. Très vite, on s'est rendu compte que ce monsieur n'est pas celui qui a tué Tae Ring. La déception est immense pour les enquêteurs qui pensaient tenir une piste plausible. Il fallait vérifier, en effet, dans un dossier judiciaire comme celui-ci, un dossier criminel comme celui-ci, toutes les pistes doivent être abordées et, comme on dit, les portes doivent être fermées. Lundi 15 mai 2017, jour 8, 161e heure d'enquête. Une semaine après la découverte du corps de Tae Cruz, les enquêteurs sont dans l'impasse. Les investigations menées n'ont pour l'instant révélé aucune piste. Mais alors que les auditions des proches de la victime se poursuivent, l'enquête est sur le point de s'accélérer grâce au témoignage d'une cousine de la jeune femme. Cette cousine avait un regard qui nous a intéressés, étant donné qu'on nous le dépeignait sous tout à fait un autre aspect, Jean-Gabriel Materne. Elle a un mauvais feeling, visiblement. Elle le décrit comme quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui ne lui inspire pas confiance. Et surtout, suite à la disparition de sa compagne, Jean-Gabriel Materne aurait eu une attitude des plus troublantes. Au moment où ils vont aller faire un tour dans l'appartement pour vérifier s'il y a des choses anormales dans cet appartement, il était visiblement, lui, pas inquiet du tout de cette absence. Ce n'est pas normal de ne pas être inquiet. Il devrait être le plus inquiet. Face à l'inquiétude des proches, son amant tente de justifier son absence.
Il essaie de noyer ça dans un éventuel départ pour les petites vacances. Voilà, elle est fatiguée, elle est peut-être partie en vacances. Pour les policiers, ça semble quand même un peu suspect. La cousine de la Brésilienne révèle également qu'il existait des tensions au sein du couple formé entre la future maman et son amant. Pour elle, il y a un problème dans la relation, parce que visiblement, la paternité, il ne l'assumerait plus. C'est ce qu'elle aurait compris lors de derniers échanges avec Tyring. Est-ce que c'est devenu, à un moment donné, un outil peut-être de pression sur lui? Visiblement, ça devenait conflictuel. On est peut-être au début d'une belle piste, là. Ça le rend suspect parce qu'on a affaire à un individu qui a une double vie, qu'il essaye de cacher à sa femme l'existence de Ty Cruz et du bébé qu'elle a dans le ventre. Et là, c'est immobile. Alors, cet homme au profil bien sous tout rapport, pourrait-il être un meurtrier? Aurait-il pu vouloir tuer sa maîtresse, par crainte que sa grossesse vienne détruire sa vie de famille? Ça paraît plausible, d'autant que d'autres amis de Ty Cruz sont entendus qui viennent confirmer les propos tenus par la cousine. Ty Cruz aurait demandé à Jean-Gabriel de reconnaître cet enfant. Or, lui ne souhaite pas le faire. Jean-Gabriel Materne aurait demandé à Ty Cruz d'avorter parce que lui ne voulait pas d'un enfant dans le cadre de cette relation extra-conjugale et qu'elle aurait refusé. Et selon les proches de Ty Cruz, c'était la source de tension au sein du couple. À partir de ces témoignages recueillis par la police, Jean-Gabriel Materne passe de témoin à suspect. Tout doucement, on va dire que sur les marches du podium, il prend place. Voilà. Mais nos investigations se poursuivent et rien n'est joué. Ouais. L'étau se resserre autour de l'architecte. Les prochaines investigations pourraient donc s'annoncer décisives pour la suite. Jour 9, 186e heure d'enquête. Afin d'en savoir plus sur leur unique suspect, les policiers tournaisiens décident d'analyser le bornage du téléphone de Jean-Gabriel Materne. L'utilisation de son téléphone le jour du meurtre retient toute leur attention. On découvre que contrairement à ses habitudes, le lundi 8 mai, son téléphone a été éteint de 6 h du matin à plus de 14 h l'après-midi, ce qui nous laisse une tranche horaire d'à peu près 8 heures. Qu'a-t-il fait pendant cette tranche horaire-là? Pourquoi a-t-il éteint son téléphone alors que ce n'est pas dans ses habitudes? Autre élément étonnant, sur cette tranche horaire, le téléphone déclenche l'antenne relais située non loin du domicile de l'architecte. Nous sommes un lundi. Un architecte a certainement besoin de son téléphone. Pourquoi ce jour-là, il laisse son téléphone éteint chez lui, il ne le réactive que 8 heures plus tard? Pourquoi? Jean-Gabriel Materne a-t-il fait en sorte de ne pas être localisable au moment du meurtre? Aurait-il pensé à tout pour brouiller les pistes? C'est pas une preuve, c'est un élément qui, dans le cadre d'autres éléments, pourrait être capital. C'est ce qu'on appelle un élément parmi un faisceau précis et concordant qui mène vers la culpabilité d'un individu. Et c'est l'analyse du téléphone de Ty Cruz qui va rendre l'homme encore plus suspect. Ces relevés téléphoniques vont surtout être en contradiction avec sa déclaration lorsqu'il est entendu à la police de Uccle. Le téléphone de Ty Cruz a borné à 11h15 aux alentours de la scène de crime. Or, lors de son audition à Uccle, Jean-Gabriel Materne a dit que ce matin-là, il était avec Ty Cruz chez elle et qu'il l'a quittée aux alentours de midi. Donc techniquement, ce n'est pas possible. Elle ne pouvait pas être à deux endroits au même moment. Donc il ment. Ça devient, en tout cas, très troublant. On doit le rencontrer, on doit l'entendre, on a des questions à lui poser. Jean-Gabriel Materne est désormais le suspect numéro 1 dans le meurtre de sa maîtresse. L'urgence pour les enquêteurs est maintenant de préparer minutieusement son interpellation, prévue dans les jours qui suivent.
Ça se prépare, une intervention, on vérifie plein de choses, hein, ça va dans les moindres détails, on vérifie quand même si monsieur n'a pas d'arme, on ne sait jamais, ça peut dégénérer. On ne connaît pas son état psychologique. Si c'est lui, il doit s'attendre à nous voir, on ne sait pas comment on va être accueilli. Il faut être très prudent dans notre métier. Lundi 22 mai 2017, jour 15, 326e heure d'enquête. « 6 heures du matin. Alors que le jour se lève à peine, les enquêteurs arrivent au domicile de Jean-Gabriel Materne. Je me souviendrai toujours, il était à la fenêtre au premier étage, en nous voyant avec les brassards et nos signes qui nous permettent d'être identifiés comme policiers. Voilà, il s'attendait. Il s'attendait à nous voir, c'est évident. L'architecte ne manifeste aucune opposition. Il ne dit rien. Monsieur Materne ne dit rien. Il est très froid, très calme, mais il est respectueux. Il se laisse embarquer par les policiers alors que sa femme est en panique totale, se demandant ce qui se passe. Sa femme est très choquée de la situation. Il faut la calmer, il faut la rassurer, mais c'est pas évident. On parle d'un assassinat. Elle se pose 1000 questions. Elle se demande ce qui lui arrive. Elle n'a jamais eu affaire à la police. Et elle voit donc des enquêteurs emmener son mari. Placé en garde à vue, le suspect est conduit dans les locaux de la PJF, à Mons. D'ailleurs, je ne vais pas observer chez lui beaucoup d'émotions. Et cette absence d'émotion nous conforte dans l'idée qu'on est allé frapper à la bonne porte. Arrivé dans les bureaux, l'inspecteur Philippe Dègre auditionne son suspect. On a toujours une phrase, hein, c'est « Est-ce que d'initiative, vous avez quelque chose à nous dire ?» Il conteste tout. Et il nie complètement les faits qui lui sont reprochés. Il est complètement hermétique à toute tentative là, de collaboration. En tout cas, pour lui, il n'a rien à voir, strictement rien à voir avec le décès de Tyring. Ce que Jean-Gabriel Materne ne sait pas, c'est que de nombreux éléments récoltés lors des investigations mettent à mal sa version des faits. Ses réponses n'en sont pas. Il tente de justifier ses déplacements à Uccle. Et donc, il n'y a rien en tout cas qui nous rassure. Ces réponses qui viennent encore jeter plus de flou et de zones d'ombre. Mais l'architecte tient bon. Il le jure, il n'a rien à voir avec le meurtre. Les enquêteurs décident donc de mettre fin à son audition et de le présenter à la juge d'instruction. Dis Chou, on regarde tout en streaming mais on paye quand même cet abonnement de TV qui sert à rien. C'est pas un peu préhistorique ça ? Ne restez pas coincés dans le passé et balancez votre décodeur TV. Streamez à fond grâce à l'internet illimité de Mobile Vikings. La vie se complique quand vous ne savez pas bien respirer par le nez. Otrivine Menthol décongestionnant dégage le nez bouché dès 2 minutes et vous aide à mieux respirer jusqu'à 10 heures. Respirez à nouveau avec Otrivine Menthol. J'hésite sur le reconditionné. Rassurez-vous, ils sont tous vidés, révisés et testés. Ah ouais? C'est le Père Noël qui s'en occupe. Cette année chez Orange, les fêtes sont généreuses. C'est le moment de mettre un peu de magie et beaucoup de reconditionné dans vos cadeaux. Orange. Collecter ses piles et batteries, on le fait pour nous tous. Alors, rapportez vos piles et batteries usagées ou collectez-les pour vos voisins. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature et pour nous tous. La vie se complique quand vous ne savez pas bien respirer par le nez. Otrivine Menthol décongestionnant dégage le nez bouché dès 2 minutes et vous aide à mieux respirer jusqu'à 10 heures. Respirez à nouveau avec Otrivine Menthol. Juge d'instruction. Jour 15, 336e heure d'enquête. Alors qu'il est sur le point de quitter la PJF pour être déféré devant la juge d'instruction, l'amant de Ty Cruz change brusquement d'attitude. Monsieur Jean-Gabriel Materne m'a à un moment donné posé une question. Il était occupé de manger un sandwich avant qu'il ne soit présenté chez la juge d'instruction. Il m'a posé une question.
Il m'a dit, tiens, comment ça va se passer chez Madame la juge? Et là, je dis, écoutez, en fait, je pense que ça va mal se passer. Parce que se présenter avec de telles zones d'ombre dans un dossier pareil, on parle d'un assassinat, s'ensuit un long silence et tout d'un coup, il va me regarder et là, il va me dire, de toute façon, j'avais pas le choix. Et là va commencer un récit de la journée du 8 mai. Et tout en expliquant évidemment comment et pourquoi il en est arrivé à tuer Taïring dans de telles circonstances. Il dit déjà qu'il avait pris la décision du meurtre 15 jours avant. Il avait commandé des somnifères auprès de son médecin traitant. Donc il était déjà bien préparé. Il explique que le 8 mai, il a éteint son téléphone, il a embarqué un câble électrique, il a embarqué des somnifères, il a embarqué un bidon d'essence et il s'est rendu chez Ty Cruz. Il se rend à l'appartement, jus d'orange, omelette, petit déjeuner, tout va bien. Et il profite évidemment, comme il est à la manœuvre pour le jus de fruits, de mettre les somnifères qu'il faut en dose importante. En droguant sa maîtresse, l'homme sait parfaitement ce qu'il fait. Il craignait un combat difficile, autrement dit des traces, des coups. Et à ce moment-là, lui, s'il a des traces de coups aussi, ça n'allait pas l'aider dès le moment où il prétendait ne rien avoir avec sa disparition et sa mort. C'était déjà donc bien vu d'éviter tout contact avec la victime, tout contact violent. Il l'invite ensuite à faire une balade dans les bois. Et là, il s'enfonce dans les villages et il va s'arrêter sur une petite place. Prétendre qu'il a quelque chose à prendre donc, sur la banquette arrière. Il va s'asseoir derrière, à l'arrière de la voiture, derrière la passagère, et il prend un fil électrique qu'il avait mis dans sa poche gauche. Il prend le fil électrique et il l'étrangle. Donc là, elle est déjà morte, étranglée. Il poursuit sa route et il part à travers champs. Il pense trouver l'endroit idéal, parfait, où il va se débarrasser du corps, sur lequel il déversera son jerrycan d'essence, le contenu de son jerrycan d'essence. Il la jette dans le fossé, il prend des allumettes, il jette les allumettes dans le fossé et il s'en va. C'est machiavélique, c'est horrible. Envers la personne qu'il aime, qu'il dit aimer, qui est enceinte de son fils, c'est horrible. Il avait un problème, et puis il s'est dit, il faut que j'élimine ce problème. Il a organisé, il a éliminé, et il a brûlé son problème. Il a pensé à tout. Il a pensé à éteindre son téléphone, il a pensé à emmener de l'essence, il a pensé à prendre un clave électrique. La préméditation est grande comme une cathédrale. On ne peut pas la contester. Jour 15, 339e heure d'enquête. Alors que la garde à vue de Jean-Gabriel Materne est sur le point de se terminer, les enquêteurs doivent encore obtenir une réponse à une question cruciale. Pourquoi Jean-Gabriel Materne a-t-il tué sa maîtresse enceinte de son enfant? Les policiers essaient de comprendre pourquoi il a tué Ty Cruz. La raison qu'il donne, c'est la jalousie. Monsieur Materne s'est exprimé en se disant trahi. Il avait pu constater dans l'iPhone donc de Taïring qu'elle avait contact avec d'autres hommes. Et là, ça ne lui a pas plu. Il nous disait avoir cru en un amour sincère et unique. Et ce sentiment de trahison lui va très loin. Il s'estime pigeon. Au terme de plusieurs heures d'audition, l'architecte finit par concéder qu'il n'a pas tué sa maîtresse par jalousie. Il ne voulait plus reconnaître l'enfant, donc il ne voulait plus assumer la paternité. Il a eu peur de tout perdre. Il s'est mis lui-même dans le pétrin. Et il n'a pas du tout assumé. Tant qu'il pouvait sortir avec elle et jouer le grand jeu dans les restaurants, dans les bars huppés de la capitale de Bruxelles,
tout allait bien. Mais le moment où il devait prendre sa responsabilité, il s'est dit, à mon avis, non, il faut se débarrasser de ça, non. C'était une forme de pression que lui ne supportait plus. Voilà pourquoi, comment il justifie le fait d'avoir donné la mort à Tai Rink. Il craignait qu'elle allait détruire sa vie pour construire, elle, la sienne. À la fin de sa garde à vue, Jean-Gabriel Materne est présenté à la juge d'instruction. L'architecte est mis en examen pour assassinat et incarcéré à la prison de Nivelles. Jeudi 25 mai 2017, jour 18, 402e heure d'enquête. Malgré les aveux de Jean-Gabriel Materne, les investigations sont encore loin d'être terminées. Le travail se poursuit, malgré les aveux. Les aveux, ça se rétracte. Et là, on poursuit nos investigations. Il nous faut du factuel, il nous faut encore du concret. Pour obtenir la preuve irréfutable, Philippe Dègre mise tout sur les caméras de vidéosurveillance situées à proximité de la scène de crime. Je me rends dans une maison de jeu qui était sur un axe là qui relie la France à la Belgique. Et là, je me rends... Ça sont les moments d'adrénaline en tant que policier enquêteur. Là, vous vous rendez compte qu'au loin, je devine le massif d'arbres au pied duquel le corps était incendié. Et je vois bien que cette caméra est positionnée de manière assez haute et pour moi, elle offre une vue vers la scène de crime. Je me précipite bien sûr à la maison de jeu pour dire, écoutez, il me faut absolument les images de la caméra qui se trouve à l'arrière, là. L'inspecteur visionne immédiatement les images. En visualisant les images, j'ai exactement à partir de 12h, donc 52, un panache de fumée qui apparaît. Grâce à ce panache de fumée, c'est évident, c'est bien le moment clé où on incendie le corps. Et là, en examinant les caméras sur un commerce frontalier, qu'est-ce qu'on voit à 2 reprises? La voiture de Jean-Gabriel Materne. La première fois, il semble être accompagné d'une personne assise sur le siège passager. La deuxième fois, c'est pas le cas. Et ça, c'est un élément en plus capital. Ces vidéos sont le dernier élément de preuve irréfutable que Jean-Gabriel Materne est effectivement le meurtrier de Taille Cruz. Il était sur la scène de crime à ce moment-là. 18 jours auront été nécessaires aux policiers belges pour résoudre cette affaire. Le destin tragique de la jeune Brésilienne a particulièrement marqué tous les acteurs de ce dossier criminel. Elle arrive en Belgique en espérant gagner mieux sa vie. Elle rencontre un homme qu'elle aime. C'est une belle histoire. Et puis elle finit par être brûlée dans un fossé en rase campagne. J'ai une carrière de plus de 30 ans d'avocature et c'est la seule affaire qui m'est restée. Justement, à cause de cette inhumanité dont a fait preuve Materne. Jusqu'où l'être humain peut aller dans ces moments-là. Et je reviens sur les propos de la femme de M. Materne. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que dans cette phrase, tout est dit, tout est résumé. On aurait évité 2 morts et une vie familiale détruite. Oui. En mai 2019, Jean-Gabriel Materne a été condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises du Hainaut, à Mons.